Le PACS. Conditions et formalités, les aspects juridiques et économiques du PACS, la fiscalité dans son ensemble, les droits du partenaire sur la succession, la fin du PACS, les avantages et les inconvénients par rapport à l'union libre. Le PACS ne confère aucun droit sur la succession aux partenaires survivants. En fait, il se rapproche du contrat de mariage uniquement au plan fiscal. Le PACS a été introduit par la loi du 13 octobre 1999 pour organiser la vie commune des partenaires sur le plan matériel. Aucune incidence sur l'état civil et pas de droit successoral entre les partenaires. La loi du 23 juin 2006 a introduit l'attribution préférentielle du logement si il y a un testament, alors qu'elle est de plein droit pour les conjoints mariés, et la jouissance gratuite de logement et d'immobilier pendant 1 an, sauf disposition contraire, alors qu'on ne peut pas priver les personnes mariées de la jouissance gratuite du logement pendant 1 an. Et un des inconvénients par rapport au contrat de mariage, c'est la pension de réversion de retraite. Les concubins et les personnes pacsées ne peuvent pas bénéficier d'une pension de réversion, contrairement aux personnes mariées. Jurisprudence constante. Récemment, j'ai un client, il se dit je vais me marier pour que mon conjoint puisse avoir la pension de réversion. Mais je ne veux pas que ses propres enfants héritent. Je dis vous pouvez toujours vous marier pour qu'elle touche la pension de réversion, mais afin d'éviter que ses propres enfants héritent, il faut déshériter votre conjoint. Il me dit non, je ne peux pas faire ça quand même. Donc voilà, donc il a choisi finalement de ne pas se marier uniquement pour ne pas avoir à déshériter son conjoint. Vous vous rendez compte ? Psychologiquement, il ne pouvait pas supporter que son conjoint ouvre le testament et je suis déshérité par mon mari. Tout est une question de philosophie. Conditions et formalités. C'est un contrat, le PACS est un contrat conclu par 2 personnes. Vie commune, aide matérielle et assistance réciproque. Et le Conseil constitutionnel nous dit qu'une vie commune, c'est une résidence commune plus une vie de couple, sans obligation de fidélité. Faire un contrat, une très grande liberté, acte sous seing privé ou acte notarié, et faire enregistrer l'acte. La fin du PACS, volonté commune ou, contrairement au mariage, volonté unilatérale, puisque pour sortir d'un contrat de mariage, divorce, décès, changement du régime avec l'accord de l'autre. Le mariage ou le décès d'un des partenaires met également fin au PACS et il faut toujours enregistrer la modification ou la rupture du contrat. Aspect économique juridique du PACS, aide mutuelle et matérielle, dette de la vie courante et du logement, la propriété des biens, le logement des partenaires et le droit des créanciers. Vie commune, aide matérielle, 515.4 du Code civil. Et en principe, l'aide matérielle est proportionnelle aux facultés respectives. Et si rien n'a été précisé dans le pacte, ça sera le plein pouvoir du juge pour apprécier l'aide matérielle à proportion des facultés respectives. Deux partenaires empruntent chacun pour l'acquisition de leur résidence principale. Un seul partenaire rembourse les 2 prêts. Aide matérielle. Et comme il s'agit d'une aide matérielle, au même titre d'ailleurs que le régime primaire des contrats du mariage, qu'on verra ultérieurement, ça n'ouvre donc pas droit à une créance pour celui qui a remboursé les 2 prêts. Dette de la vie courante et du logement. Voilà, donc les partenaires sont solidaires sur les dettes contractées pour
les besoins de la vie courante et également solidarité des dettes fiscales et sociales. Donc loyer, taxes d'habitation, électricité, téléphone, emprunts domestiques qui ont pour objet des dépenses de nature ménagère et les emprunts modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Répartition des biens. On a vu que le régime matrimonial avait pour rôle essentiel de définir la répartition des biens en cas de décès. On se paxe ou on se marie pour protéger le survivant. Mais attention aussi aux effets d'une séparation. Concernant le paxe, deux situations sont à distinguer. Soit le paxe a été conclu avant le 1er janvier 2007, ou alors depuis le 1er janvier 2007. Et si le contrat ne précise rien, eh bien, pour les contrats avant le 1er janvier 2007, la règle, c'est l'indivision et l'exception, les biens propres. Indivision, les biens acquis à titre onéreux pendant le pacte, sauf si précision contraire, dans le pacte ou dans l'acte. Pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2007, la règle est l'inverse, c'est le principe, c'est les biens propres, l'exception, l'indivision. Indivision, si l'acquisition est précisée dans le pacte, eh bien, les biens acquis ensemble, voire séparément, peuvent appartenir à l'indivision. Les pactes conclus à compter du 1er janvier 2007, donc c'est le principe, la séparation de biens, l'exception, l'indivision. Donc 515.5 du Code civil. Et vont tomber dans l'indivision, notamment ce qu'on appelle la présomption d'indivision pour tous les biens dont on ne pourra pas apporter la preuve de propriété. On va retrouver cette présomption d'indivision dans les régimes séparatistes et en union libre. Mais on va voir que le Pax conclu avant le 1er janvier 2007 va considérablement agrandir l'indivision par rapport à l'union libre, voire par rapport au régime séparatiste des contrats de mariage. Option possible pour l'indivision pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2007. Donc on peut se mettre sous l'ancien régime. Et on a vu que le principe bien propre, et voici les exceptions à l'indivision. Demeure la propriété exclusive de chaque partenaire. Et je vous ai mis ici le tableau. Donc pour les Pax conclus depuis le 1er janvier 2007, bien propre, bien indivis. Bien indivis, si c'est précisé dans le pacte, les biens acquis ensemble ou séparément, si on se place sous l'ancien régime, et les biens dont on ne peut pas apporter la preuve de propriété. Sont propres tous les autres biens. Les biens possédés avant le pacte, avec preuve de propriété, les biens reçus à titre gratuit, les revenus, les biens acquis à l'aide de deniers propres, les biens créés et leurs accessoires, et les biens à caractère personnel et solidarité des dettes, et notamment les dettes fiscales et sociales. Bien propre ou bien indivis, que choisir? Inconvénient de l'indivision et les avantages. Donc, inconvénient de l'indivision, bien ça va entraîner une perte des pouvoirs de gestion sur les biens qui appartiennent à l'indivision. Et on peut toujours obtenir le partage des biens indivis. Avantage de l'indivision, bien c'est avantager le partenaire le plus démuni. Vous voyez bien qu'on va pouvoir même transmettre un patrimoine en franchise de droit de mutation à titre gratuit en choisissant l'indivision, même si c'est moi qui finance. Ce qui compte, c'est l'acte. Si dans l'acte, il est dit que, ou dans le pacte, que le bien acquis appartient à l'indivision et que je l'ai financé en totalité, ça appartient à l'indivision. Mais avec des risques.
Le premier risque, c'est la séparation. L'autre partenaire va s'enfuir avec la moitié des biens indivis. Les héritiers réservataires. Oui, si un patrimoine, je décède et il est passé essentiellement aux partenaires survivants, mes propres enfants, qui sont les héritiers réservataires, vont pouvoir prouver que ça porte atteinte à leurs réserves héréditaires et ils vont agir en réduction pour atteinte à leurs réserves. Et l'administration fiscale pourrait invoquer une donation indirecte ou déguisée, avec pour conséquence le paiement des droits de mutation à titre gratuit, les intérêts de retard et les pénalités, qui peuvent aller jusqu'à 80%. Biens propres ou biens indivis, ça dépend des objectifs. Propre, l'indépendance financière, l'autonomie de gestion, éviter les conséquences d'une séparation, préserver l'intérêt de mes héritiers, mes enfants. Privilégier l'indivision si l'objectif est de favoriser le partenaire le plus démuni. Indivision, inconvénient, on a vu l'instabilité avec la possibilité de demande en partage à tout moment, la perte des pouvoirs de gestion, 815 du Code civil, et le 815.3 également. Les décisions importantes doivent être prises soit à l'unanimité, soit à la majorité des 2/3. Quand on est deux, la majorité des 2/3, c'est vite calculé, hein. Concernant les Pacs conclus avant le 1er janvier 2007, la règle, c'est l'indivision, l'exception, les biens propres. Sauf, bien sûr, contrat avec disposition contraire. Hein. Sont propres les biens possédés au jour du Pac, les biens reçus à titre gratuit par donation ou succession, les liquidités résultant de la vente d'un bien propre, les revenus propres non utilisés. Et sont en indivision notamment les biens acquis ensemble, voire séparément. Tous les biens acquis, sauf clause contraire, appartiennent à l'indivision et tous les biens dont on ne peut apporter la preuve de propriété. Et donc sont propres, par exception, les biens possédés avant le pacte avec la preuve de propriété, les biens reçus, donc l'inventaire, les biens reçus à titre gratuit, les biens propres précisés par le pacte, les meubles meublants ou dans l'acte d'acquisition. L'ancien Pax distingue la propriété pour les meubles meublants et pour les autres meubles et les immeubles. C'est compliqué. Et les revenus non utilisés. Et toujours la solidarité des dettes, notamment pour le logement en commun, les dettes fiscales et sociales. Biens acquis à titre onéreux, biens propres ou biens indivis. Si rien n'a été précisé dans le pacte ou dans l'acte d'acquisition, on a vu que le régime est celui de l'indivision. Et chacun des partenaires a droit à la moitié de leur valeur en cas de séparation ou de décès. Et toujours pour l'ancien pacte, sauf précision contraire, il convient de distinguer les meubles meublants et les autres biens meubles et les immeubles. Pour les biens meubles meublants, le caractère propre doit être prévu à la signature du pacte, alors que pour les autres biens et les immeubles, le caractère propre doit être précisé dans l'acte d'acquisition du bien ou à défaut sur le bon de commande ou la facture pour l'acquisition des autres biens meubles. Sauf clause contraire, tout ça. Et si un des partenaires a omis d'exclure la présomption d'indivision dans l'acte d'acquisition, zut, tiens, j'ai acheté un bien, mais j'aurais souhaité qu'il soit propre, il peut confirmer le caractère propre du bien par un acte postérieur à l'acquisition, mais l'acte doit être signé par l'autre partenaire. Donc vous voyez bien, tout est une question de relation avec l'argent. Vous avez des personnes, notamment la plupart des commerçants, un sou c'est un sou. Donc, Et puis d'autres, comme moi,
Si vous me parlez ça, vous allez me gaver et je vais demander le divorce tout de suite. Hein. Comme ça, question de personnalité. Le Pacs conclu avant le 1er janvier 2007 va élargir le régime de l'indivision, non seulement par rapport à l'union libre, mais également par rapport au régime d'une séparation de biens. Pour l'union libre et la séparation de biens, les biens acquis par l'un ne tombent dans l'indivision que s'il ne peut pas apporter la preuve de propriété, alors que pour le Pacs, en l'absence de dispositions particulières, les biens acquis par l'un ou l'autre des partenaires tombent dans l'indivision. Les meubles meublants, y compris ceux acquis avant le Pacs, dès lors que la date d'acquisition ne peut pas être établie, et les autres biens, y compris immobiliers. Et seuls sont personnels les biens acquis avec certitude avant le pacte, ceux reçus par donation ou succession et les revenus non utilisés. Je vous ai mis un exemple de clause, on voit quelques clauses. Et ici, un premier exemple, c'est pour éviter l'indivision sur un contrat d'assurance vie. D'autres exemples de clauses, les partenaires peuvent facilement donc modifier leur pacte, contrairement au contrat de mariage. Il faut respecter les formalités avec la rédaction d'une convention qui modifie la convention initiale et la déclaration conjointe au greffe. Exemple, bien posséder, alors je vous ai mis deux philosophies totalement différentes. Une, je garde, l'autre, je transfère. Chaque partenaire demeurera seul propriétaire des biens acquis avant l'enregistrement du présent pacte et qui figurent sur l'inventaire annexé à la présente convention. Ou alors, les parties déclarent faire tomber dans la division en proportion de moitié pour chaque partenaire les biens qu'ils possédaient en propre avant la signature de la présente convention et qui figurent sur l'inventaire annexé au présent pacte. Et dans le cas où le pacte prendrait fin pour une autre raison, et notamment en cas de mésentente, en cas de séparation pour mésentente, eh bien on donne la faculté au partenaire, à chaque partenaire, de reprendre ses biens. C'est une clause qu'on voit dans les contrats de mariage, dans certains contrats de mariage qu'on peut insérer, notamment ce qu'on appelle la clause de reprise des apports. Mais alors voilà, l'inconvénient que comme s'il ne s'agit pas d'une convention de mariage, eh bien il s'agit ici d'un contrat de Pacs et à mon sens, si je fais tomber des biens propres que je possédais avant la conclusion du pacte dans l'indivision, eh bien en principe, les droits de mutation à titre gratuit sont dus. Et puis si j'ai des héritiers réservataires, l'action en réduction, à mon avis, va pleinement s'appliquer. Biens acquis depuis l'enregistrement du pacte, chaque partenaire est seul propriétaire des biens acquis sur ses propres deniers après l'enregistrement du présent pacte, sauf mention contraire dans l'acte d'acquisition. Ou alors, inversement, les biens acquis à titre onéreux, ensemble ou séparément à compter de l'enregistrement du pacte, sont présumés indévis pour moitié, sauf si l'acte d'acquisition ou de souscription en dispose autrement. Alors, vous voyez bien que ce sont deux philosophies différentes. J'ai une préférence pour la première, parce que c'est à moi et je veux être plus généreux. D'ailleurs, j'aurais sans doute un merci, un remerciement. Et donc, je décide qu'il tombe dans l'indivision, ou alors l'inverse, qui est peut-être plus difficile. J'acquiers un bien, il est en indivision, mais j'ai marqué si je veux garder le propre et il me faut la signature de l'autre pour accord. Donc c'est plus difficile quand même. Enfin bon, c'est une question de philosophie. Compte bancaire, là aussi, deux situations possibles. Les sommes qui figurent au compte bancaire ouvert au nom d'un seul partenaire, eh bien, lui appartiennent en propre. Ou alors, et même les sommes qui figurent sur le compte bancaire ouvert au nom des deux partenaires, eh bien, appartiennent à l'indivision, chacun par moitié. Logement des partenaires. Le logement est en location, plusieurs situations, les deux partenaires sont locataires, un seul partenaire est locataire, et les droits du bailleur liés par un Pacs. Les deux partenaires sont locataires
Bien, s'il y en a un qui décède ou abandonne le domicile, le bail se poursuit au profit du survivant, de celui qui reste en place. Si un seul partenaire est locataire, eh bien, le contrat de location est transféré de plein droit au partenaire non titulaire du bail. Et pour les bailleurs liés par un PACS, comme pour les époux mariés, le bailleur lié par un PACS peut exercer son droit de reprise du logement pour y loger notamment son partenaire, ainsi que ses descendants et ascendants. Acquisition du logement. Ouais, on a vu location, maintenant acquisition. Si le testament le prévoit, le partenaire survivant peut demander l'attribution préférentielle du logement s'il constitue sa résidence au moment du décès du partenaire. Mais il doit pour cela désintéresser les héritiers du défunt. Et si ce sont les héritiers réservataires, les enfants, bien le survivant ne peut que avoir par testament, si un testament était prévu, que la quotité disponible ordinaire, que je rappelle tout à l'heure, et peut-être qu'en fonction de la valeur de la résidence, eh bien, la valeur de la résidence peut empiéter, peut dépasser la quotité disponible ordinaire et empiéter sur la réserve des enfants, auquel cas la libéralité sera réduite. Bon, on va se retrouver en indivision avec les héritiers du défunt. Donc, on a plusieurs solutions pour protéger le partenaire. Droit des créanciers du partenaire pacsé. On distingue les créanciers solidaires, les créanciers de l'indivision et les créanciers personnels. Créanciers solidaires, eh bien, les créanciers peuvent poursuivre sans limite, sans retenue, ici, l'un ou l'autre des partenaires pour le recouvrement de sa créance. Si ce sont les créanciers de l'indivision, eh bien là aussi, les créanciers peuvent poursuivre le recouvrement de la créance sur le bien indivis par la saisie. Et c'est plus compliqué pour les créanciers personnels de l'un des indivisaires. Le créancier va devoir prouver la part qui appartient éventuellement au débiteur. Sinon, ils ne peuvent pas saisir directement les biens indivis. Ils sont tenus de demander le partage avant la saisie et donc entamer une procédure complexe, attendre le paiement de ce qui leur est dû. Donc, une convention d'indivision fait échec à la poursuite des créanciers. Mais faire échec à la poursuite des créanciers, attention aussi, les créanciers disposent de moyens de protection tels que l'action polienne. Fiscalité du PACS. Impôt sur le revenu, l'IFI et les droits de mutation à titre gratuit, donation, succession. Impôt sur le revenu, déclaration commune, l'IFI aussi, droit de mutation pour donation, la même fiscalité que pour les personnes mariées, l'abattement de 81 000 €, et les droits de mutation pour décès, eh bien l'exonération comme pour les personnes mariées. Vous voyez que le PACS, l'avantage, il est essentiellement fiscal. Couple qui se constitue ou se sépare, comment? Alors, il y a l'option possible pour l'imposition distincte et je vous ai mis les 3 situations possibles. Je passe. Impôt sur le revenu, l'imposition commune dès la première année de signature du PACS, sauf si, comme pour les régimes séparatistes, si les partenaires vivent dans des endroits différents, ne vivent pas sous le même toit. Et l'imposition commune peut être avantageuse ou désavantageuse. Elle peut être avantageuse dans les cas suivants. Un partenaire a des revenus faibles ou nuls puisqu'il compte pour une part fiscale. Les revenus des partenaires sont très différents pour atténuer la progressivité du taux de l'impôt. Mais, alors, je vous ai mis aussi l'imposition commune alliée est désavantageuse dans cette situation-là, mais attention, la fiscalité n'est que la conséquence du choix du PACS, non?
Bon. Et on ne va pas se paxer pour économiser de l'impôt. Hein. J'ai connu des personnes qui sont mariées pour réduire l'impôt. Et ça conduit à un divorce. Ben, bonjour les dégâts. L'IFI, ben, imposition commune. Et là, c'est pénalisant. C'est comme pour les concubins notoires. Donc l'imposition commune est pénalisante puisqu'on additionne les deux patrimoines. Pour les droits de mutation à titre gratuit, le gros avantage du PACS, c'est la même fiscalité que pour les personnes mariées. Donc pour les droits de donation, l'abattement de 80 724 € et l'exonération en cas de succession. Et je vous ai mis en dessous le tarif des donations qui va de 5 à 45%. Droit du partenaire sur la succession. Voilà, le PACS n'accorde aucun droit sur la succession du défunt. On ne peut attribuer à l'autre partenaire que la part qui correspond à la quotité disponible ordinaire, par testament. S'il n'y a pas de testament, il n'y a droit à rien. Sauf, éventuellement, on a vu le droit pendant 1 an sur le logement, une petite chose comme ça, quoi. Donc, c'est que fiscal. Alors, sauf le logement immobilier, donc le droit temporaire de 1 an, l'attribution préférentielle, avec des différences avec les personnes mariées, et l'attribution préférentielle de l'entreprise ou du local professionnel dans lequel le partenaire pacsé exerçait sa profession. Donc je rappelle ici la quotité disponible ordinaire qui dépend du nombre d'enfants et d'héritiers réservataires notamment, des descendants directs, 1 enfant la moitié pour la quotité disponible ordinaire, 2 enfants 1/3, 3 enfants et plus 1/4. À défaut de descendants, ben, on n'en parle pas ici, c'est le conjoint survivant, mais ici sur pacsé, qui devient héritier réservataire. Logement immobilier, droit temporaire de 1 an, sauf disposition contraire du défunt. Alors que la disposition est d'ordre public pour les personnes mariées, on ne peut pas priver l'époux survivant de ce droit de 1 an. Mais je précise qu'on peut totalement, à part ce droit-là, on peut totalement déshériter son conjoint. C'est une question de philosophie. Déshériter son conjoint, quand ça ne s'entend plus dans le couple, je comprends, mais j'ai des personnes qui ont décidé de se déshériter parce que leur philosophie, c'est l'indépendance totale. Et pourtant, les enfants sont communs. C'est comme ça. L'attribution préférentielle, si le partenaire défunt l'a expressément prévu par testament. Alors que l'attribution préférentielle, elle s'applique pour les conjoints mariés, mais elle n'est pas d'ordre public. Comme je vous le précisais, c'est qu'on peut déshériter son conjoint, notamment pour l'attribution préférentielle. Et pour l'entreprise de local professionnel, attribution préférentielle de l'entreprise ou du local. Fin du PACS, volonté commune ou unilatérale. Alors qu'il faut l'accord des deux pour le mariage, pour mettre fin au mariage. Met fin également au PACS le mariage d'un partenaire, le décès de l'un des deux, ou des deux bien sûr, et attention à penser à enregistrer la dissolution du PACS. Séparation, une indemnité peut être accordée en cas de faute ayant causé un préjudice économique au partenaire. Indemnité s'il est démontré que le partenaire n'a contribué aux charges du ménage pas à hauteur de ses capacités. Et éventuellement, créance due au partenaire qui a accru ou enrichi le patrimoine de l'autre. Avantages et inconvénients du PACS par rapport à l'union libre. Donc, avantage économique du PACS. Le partenaire le plus démuni bénéficie de l'obligation de l'aide mutuelle et matérielle, comme, alors je ne sais pas si c'est peut-être un avantage ou un inconvénient, comme pour les concubins notoires, en cas de départ au domicile commun ou de décès de l'un des partenaires, l'autre bénéficie du transfert du bail, le partenaire peut bénéficier du capital décès de la sécurité sociale. Inconvénient du PACS, c'est un contrat qui doit préciser les engagements et les devoirs de chacun, ce qui fait reculer pas mal de monde, surtout ceux qui ont connu déjà plusieurs divorces avant, ils ne veulent plus rien signer.
Les partenaires sont solidaires des dettes contractées pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement, ainsi que pour les dettes fiscales et sociales. En cas de rupture conflictuelle, le partenaire qui estime subir un préjudice peut obtenir des dommages et intérêts. Au plan fiscal, impôt sur le revenu, avantages ou désavantages ou inconvénients pour additionner les deux impôts. L'IFI, souvent un désavantage, on additionne, ça c'est sûr, on additionne les deux patrimoines et le gros avantage, les droits d'habitation à titre gratuit qui sont alignés sur les personnes mariées. Abattement de 80 000 € pour les donations, taxation de 5 à 45% au-delà et exonération totale en cas de décès. Alors que pour les concubins, notoire ou pas, c'est une taxation à 60%. Ça fait mal. Enfin, avantage social, les fonctionnaires peuvent bénéficier des règles concernant le rapprochement géographique et il est plus facile pour les étrangers d'obtenir le titre de séjour. Enfin, Pax international au plan civil et au plan fiscal. Le régime applicable au plan civil, c'est le règlement européen. À défaut, c'est le droit international privé. Règlement européen, voire le mariage international, donc le Pax européen applicable aux États membres. Il va s'appliquer aux personnes qui ont conclu un partenariat enregistré après le 29 janvier 2019 ou qui désignent la loi applicable à leur partenariat. Et si le règlement européen est inapplicable, eh bien, ça va être les règles du droit international privé. Le règlement européen, régime du Pax applicable et possibilité de choisir le régime parmi les lois suivantes, soit trois possibilités, la loi de l'État dans lequel l'un des partenaires a sa résidence au moment de la conclusion de la convention, la loi de l'état de nationalité de l'un ou moins des partenaires au moment de la convention, ou alors la loi de l'état selon le droit duquel a été enregistré le partenariat. Droit international privé, à défaut d'application du règlement européen, et c'est la loi de l'État où le pacte a été enregistré. Au plan fiscal, alignement de la fiscalité applicable au Pax conclu en France. Donc voici les différents régimes dans différents pays. Je passe sur la prononciation. Et les droits de mutation à titre gratuit sont précisés par les instructions fiscales.